Bonjour, bienvenue sur le plateau d'LVA TV. Nous recevons ce matin Guy de Bailleul, Guy de Bailleul, professeur associé à l'Université Laval. Bonjour, monsieur de Bailleul. Bonjour, monsieur Patilly. Et également vice-président de l'Institut Jean Garon. On se rencontre ce matin, entre autres, pour parler des terres agricoles et de la France, parce que, en fait, vous savez que nous avons reçu par Skype Christiane Lambert il y a quelques semaines. Nous avons eu une entrevue dans le numéro d'avril, dans la version papier, et Madame Lambert nous a dit une chose concernant la location de la terre. Elle mettait en avant le fait que la location de la terre était perçue pour elle et pour beaucoup de producteurs en France comme un avantage, dans le sens qu'ils n'avaient pas à se soucier du foncier. Puis vous qui connaissez bien le territoire français, on aimerait ça que vous nous expliquiez un peu, c'est quoi cette perception que finalement c'est pas si important le foncier, que c'est mieux de mettre l'argent sur des machines? Écoutez, tout ça, ça s'appuie sur un dispositif législatif qui a été adopté en 1946, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et une des préoccupations des responsables à l'époque, comme dans beaucoup de pays, c'était de trouver les meilleures conditions de modernisation de leur agriculture. Et on se rendait compte effectivement que le poids du foncier empêchait parfois des agriculteurs de pouvoir introduire de la machinerie, des innovations. Par ailleurs, il y avait encore une partie importante du territoire français qui était sous le régime du métayage, et notamment dans l'ouest de la France. Et là aussi, on s'apercevait que c'était un système qui n'encourageait pas les agriculteurs à investir dans l'amélioration de leur méthode de production parce que automatiquement une partie allait aux propriétaires. Et ce qui fait que tout le monde est tombé d'accord sur la nécessité d'avoir un nouveau système d'encadrement du foncier agricole par le biais notamment du fermage, à condition effectivement de fournir à la fois aux producteurs des conditions de sécurité dans la tenure. Oui, parce que dans le cadre de la relève, c'est important. Ici, on entend toujours parler de la relève qui n'est pas capable de racheter ses terres, mais là, la relève, elle fait quoi? Eh bien, écoutez, en vertu de cette loi, un agriculteur qui est locataire d'une terre, d'abord, il obtient un bail d'au minimum 9 ans, parfois c'est 12, voire plus. Et puis, et en plus, le loyer est encadré. Il était fixé d'ailleurs, et il l'est toujours d'une certaine façon, en fonction d'un certain... C'est équivalent à un certain nombre de quintaux de blé par hectare que le locataire va payer au propriétaire. Alors, et ça, c'est fixé par arrêté préfectoral en fonction de la richesse des terres et des rendements. Alors, un agriculteur qui devient locataire a donc un bail qui va être automatiquement reconduit à la fin des 9 ans pour lui-même, sauf si le propriétaire décide de mettre cette terre en valeur directement ou à travers son conjoint ou un de ses descendants. Mais c'est les seules conditions, les seuls contextes dans lesquels un propriétaire peut reprendre la terre qu'il a confiée en bail. Alors, un agriculteur qui, par exemple, décide de transférer à son fils, il transfère le droit au bail et le fils ou la fille obtient les mêmes conditions. Que le père, ok. Et non seulement il peut le transférer à quelqu'un qui prend la relève, son fils ou sa fille, mais si c'est un autre agriculteur qui est intéressé par la terre, c'est le locataire qui peut, c'est le fermier qui peut transférer ce droit au bail à un nouveau. Et il peut choisir lui-même. Qu'il y a priorité sur le locataire. Tout à fait. Et ça atteint ça prend des proportions quelquefois un peu surprenantes même, ce transfert en quelque sorte du pouvoir de décision du propriétaire vers le fermier. Dans la région dont je suis originaire, c'est-à-dire dans le nord de la France, ce droit au bail, le fermier le vend à celui qui lui succède. Mais la terre reste la propriété du propriétaire. Terre reste la propriété du propriétaire, et ce qui est vendu, c'est les droits au bail. Ça, c'était une façon de poursuivre une tradition aussi, et qui voulait que les fermiers qui cultivaient bien leur terre, qui l'enrichissaient, puissent demander à celui qui rentre de lui payer ce qu'on appelait l'arrière-fumure. Okay. Mais là, c'est devenu en fait une contrepartie pour le droit au bail qui atteint des proportions quelquefois qui dépassent le prix de la terre
elle-même. Le droit au bail vaut plus cher que la terre elle-même. Alors ça, c'est circonscrit à certaines régions, donc le nord de la France, un peu en Bourgogne. Mais ce qui fait que, par exemple, dans des régions de grande culture, le bassin parisien, par exemple, où vous avez des fermes de 100, 150, 200 hectares, eh bien, un fermier, un agriculteur va facilement avoir 50 ou 60 ou 70 propriétaires différents. Et donc, lui aussi se sent davantage en sécurité parce que même si un propriétaire reprend la terre pour lui-même, ça ne va pas déstabiliser son exploitation. Donc, ce qui explique que plus de la moitié des terres en exploitation en France est essentiellement en fermage. Alors, il y a des régions dans lesquelles le faire-valoir direct, ce qu'on appelle le faire-valoir, c'est-à-dire la culture de la terre par son propriétaire, reste plus dominante. Ça va être plus souvent des régions de culture pérenne, d'arbres fruitiers ou surtout de vignes. Parce que là, évidemment, c'est des... Est-ce que c'est un modèle qui a été regardé par le Québec, réfléchi à votre connaissance, ou ça a complètement été ignoré parce qu'ici, on veut vraiment que le propriétaire soit propriétaire de sa terre? À ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup d'attention accordée à ça, et je trouve que c'est un peu surprenant, compte tenu des conditions générales de fonctionnement de l'économie agricole, parce que le foncier représente finalement un poids important. Et puis ce qui est surprenant aussi, c'est qu'au Québec, l'attachement à la propriété de la terre est encore plus important que dans les autres provinces au Canada. Au Manitoba, par exemple, c'est facilement 40% des terres qui sont maintenant en location. Mais que ce soit au Canada ou au Québec, on n'a pas encore de législation sur le bail, parce qu'il faut un encadrement, parce qu'il faut une sécurité. Une bonne législation sur le bail, est-ce que vous êtes en train de dire finalement que si le Québec permettait la location de terres, ça permettrait peut-être à des producteurs de se lancer et d'avoir plus de facilité à développer leur production, que d'être obligés d'acheter leur foncier? Moi, j'en suis convaincu. Bien sûr, on fait valoir le fait d'être propriétaire d'une terre, ça constitue une garantie qu'a l'agriculteur pour pouvoir emprunter ailleurs. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas cette garantie qui l'entraîne à être davantage endetté et donc finalement avoir moins de moyens pour d'autres types d'investissements? Moi, je suis profondément convaincu que... qu'il y a des bienfaits dans la location. Oui, en fait. tout à fait. Okay. Alors, il faut effectivement des conditions de sécurité pour le fermier. Il faut des conditions de rémunération pour le propriétaire qui soient, elles aussi, encadrées, mais qui ne soient pas marginales. Donc c'est toute une série de mesures, mais qui, à mon avis, allégerait sensiblement l'endettement de l'agriculture du Québec. Un autre point sur la France, où on aimerait vous entendre, vous qui connaissez bien les deux côtés agricoles, québécois et français, le système du syndicalisme en fait. Bon, on sait qu'ici on vit dans un monopole depuis plus de 40 ans, on sait que la France vit dans un pluralisme agricole. Mais malgré son pluralisme agricole, et on l'a très bien vu avec l'entrevue de Mme Lambert, la FNSEA est très très présente et la plus influente auprès des décideurs. Et ils se targuent même d'avoir une certaine force. Et ils ont juste 55% des producteurs qui, dans les élections, les appuient. Oui. Mais vous nous disiez hors d'onde l'autre jour, il faut faire attention. Le 55%, c'est 55%, ouais. Mais c'est plus fort que ça. Tout à fait. Alors, il faut dire très rapidement que le syndicalisme agricole français a toujours existé sous le règne de la pluralité, c'est-à-dire les premières formes de syndicalisme sont apparues vers la fin du 19e siècle, mais c'était un syndicalisme de propriétaires, souvent d'aristocrates liés aussi à l'Église, et très vite le pouvoir républicain a essayé de susciter une contrepartie, donc on a toujours eu au moins deux ou plusieurs formes de représentation syndicale. Il n'y a eu que pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous le régime de Vichy, la loi a institué qu'il n'y avait plus qu'un seul syndicat, une seule organisation qui représentait. La seule fois en France où il y a eu le monopole, c'est sous Vichy. C'est sous Vichy. Donc, en fait, quand on parle de monopole syndical, du coup, ça renvoie à une période plutôt noire. Et dès la fin de la guerre, effectivement, le pluralisme est réapparu, mais effectivement, un pluralisme relativement inégal. Alors, à la fin de la guerre, ce qui devait devenir la FNSEA s'est donc reconstitué par rapport à la période d'avant-guerre, et est apparu aussi un courant syndical
plus proche du Parti communiste, qui était très influent à l'époque, qui était le MODEF, le Mouvement de défense des exploitations familiales, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui est relativement marginalisé. Oui, très marginal, parce que je pense que les plus connus, c'est FNSEA, Oui. Confédération Paysanne, qui est un peu l'équivalent de l'Union Paysanne ici. En tout cas, l'Union Paysanne s'est beaucoup référée à la Confédération Paysanne. Puis la coordination et rurale. la coordination rurale, qui est d'apparition plus récente, qui remonte à une quinzaine d'années. Et donc, comme vous le disiez, la FNSEA représente 55%, a représenté 55% aux dernières les élections aux chambres d'agriculture, parce que ce sont ces élections qui permettent de repérer la représentativité. Et donc, ça veut dire que derrière viennent la Confédération paysanne et la coordination, qui sont à peu près à égalité autour de 20-21%, et puis le MODEF. Puis il reste quelques autres regroupements, mais plus marginaux. Mais il faut savoir aussi que si la FNSEA, avec le CNJA, le Centre national des jeunes agriculteurs, a représenté 55% pour les agriculteurs aux dernières élections aux chambres d'agriculture, elle contrôle la totalité des chambres d'agriculture, moins 4. C'est-à-dire que les deux autres syndicats ne contrôlent que 4 départements. Ce qui veut dire que, en fait, tous les moyens... Donc, avec tous les moyens des chambres d'agriculture, la FNSEA ne va chercher que 55% quand même de producteurs qui les soutiennent en termes d'actifs. Oui, effectivement. Mais il y a aussi on s'aperçoit que le taux de participation aux élections a tendance à baisser d'élection en élection. Oui, mais en quelque sorte, on a une situation où, malgré une faible majorité, elle dispose de tous les moyens. Parce qu'à partir du moment, même si elle arrive dans un département à 35% des voix et que les autres viennent derrière, par exemple, elle a automatiquement le contrôle de la Chambre. C'est le regroupement qui est le plus important. Et cette influence est donc beaucoup plus grande que la proportion, son résultat dans les élections. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, elle était en fait le seul partenaire, le seul interlocuteur du gouvernement en matière de politique agricole. Les ministres de l'Agriculture... Est-ce que ça tend à changer, ça? Est-ce qu'il y a une ouverture vers d'autres syndicats? Il y a une ouverture dans le sens où maintenant le gouvernement tient compte du fait qu'il y a d'autres organismes quand même qui ont acquis une certaine représentative, donc qui les consultent, mais c'est relativement récent. Et cette influence, elle est aussi, se retrouve sous d'autres formes. Par exemple, un rapport parlementaire souligné il y a quelques années, c'était un rapport sur le fonctionnement des syndicats, à la fois des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers, qui mettait en évidence certaines anomalies, j'allais dire, dans le fonctionnement, dans le financement, dans le recrutement. Et notamment, il avait signalé à propos de la FNSEA, que dans certains départements, lorsqu'un agriculteur sollicitait un prêt auprès du Crédit Agricole, il se voyait demander s'il était membre de la FDSEA, de la Fédération départementale. Ça passait mieux. Et qu'on lui expliquait que s'il l'était, ça passait mieux. Donc, vous voyez, on a encore une culture. Il reste en quelque sorte une sorte de culture du syndicat unique, malgré tout, notamment dans certains endroits. Mais les autres syndicats ont une voie d'expression totalement libre dans les médias, et pour certains même leurs propres médias. Dans les médias, ils sont effectivement très largement acceptés. Est-ce que, pour terminer, au niveau des chambres d'agriculture, quand vous dites par département, le FNSEA a quasiment le contrôle de l'ensemble des départements, est-ce qu'on peut assimiler ça au Québec, je dirais aux syndicats régionaux? Est-ce que c'est un peu comme si on disait dans les régions, il y aurait comme des élections par région, puis certaines régions seraient UPA, d'autres Union paysanne, d'autres CEA? Tout à fait, effectivement, parce que il y a une chambre d'agriculture par département, il faut savoir que les chambres d'agriculture jouent un rôle essentiel, par exemple, dans tout ce qui est l'aide aux agriculteurs en matière de vulgarisation, en matière de conseils, etc. Donc, effectivement, c'est des organismes, ce qu'on appelle des organismes consulaires, parce que c'est des organismes semi-publics, en quelque sorte, financés par l'État, et qui ont un rôle, une influence très grande. Puis, à votre connaissance, est-ce qu'au Québec, il y a eu, encore là,
Est-ce que ça a été regardé par des chercheurs d'université, par des décideurs au MAPAC, par des ministres? Est-ce que des fois les gens se sont tournés vers ce modèle-là ou ça n'a jamais été vraiment regardé? J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de préoccupations de ce côté-là. Il y a eu, comme vous le savez, il y avait dans le rapport Pronovo, il y avait une fameuse résolution qui invitait à s'interroger sur la pertinence de conserver un monopole pour un seul syndicat, mais aucun gouvernement n'a donné de suite à ça. De mon côté, j'ai même regretté que l'UPA n'ait pas saisi la balle au bond en disant « mais on est d'accord pour qu'on reconsulte les agriculteurs » parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que si ça se passait, j'estime que 85% des adhérents actuels de l'UPA retourneraient effectivement à l'UPA, mais ça donnerait, selon moi, ça donnerait une autre légitimité. Et puis, ça reconnaît en même temps le pluralisme. Mais oui, de la même manière que la FNSEA, tout en n'étant pas la seule, a gardé le contrôle. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Lebailleul. Je vous en prie.